Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathilde Piriou et je vais reprendre la communauté Affaires juridiques et commandes publiques et marcher dans les pas de Camille Roger qui est toujours là pour le moment et qui vous annoncera bientôt son départ. Euh, donc voilà, je reprends avec vraiment joie et bonheur cette communauté professionnelle sur Idealco et j'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous. Je suis ravie de faire cette première webconférence pour ma part avec Maître Evangelia Karamitrou du cabinet Lando et Associés. Elle est venue aujourd'hui nous faire un rendez-vous que vous connaissez, une veille d'actualité, plus précisément une revue des jurisprudences les plus importantes des derniers mois sur l'année 2020 qui a été quand même très chargée avec le ou la Covid-19 et plus particulièrement sur les contrats publics avec une focale sur les marchés. Donc, merci, Maître Karamitrou, d'être ici avec nous aujourd'hui. Pour les participants, vous pouvez poser vos questions quand vous passez votre souris sur votre écran. Vous avez normalement un module Q et R ou questions-réponses qui s'affiche. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre vos questions. Je préviendrai Maître Karamitrou lorsque vous en posez pour qu'elle puisse vous répondre en direct. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont sur Vimeo, vous avez un encart dédié, un module de discussion. Et voilà, je les relayerai également. Je me ferai un plaisir de les relayer. La webconférence, elle est enregistrée naturellement, comme toutes les autres conférences, et elle sera repostée sur la plateforme avec le support de présentation. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les précieuses informations que vous donnera Maître Karamitrou. Sans plus attendre, chère Evangelia, j'ai le plaisir de vous laisser la main et je vous remercie encore une fois d'être ici aujourd'hui pour cette première webconférence de l'année sur cette communauté. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à vous tous. Je suis ravie de commencer donc cette nouvelle année qui j'espère meilleure que l'année dernière avec vous Mathilde. Et félicitations pour cette reprise de cette communauté qui a l'air d'être passionnante. En tout cas, les sujets ne manqueront pas encore cette année. Et vous verrez qu'on a quelques jurisprudences de 6 derniers mois, donc de l'année 2020 de cette fameuse année 2020 qui sont assez intéressantes, enfin qu'on a trouvé assez intéressantes en tout cas au cabinet et que j'ai l'honneur en fait et le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, voilà, on va commencer. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions au fur et à mesure voilà, de l'avancement. Je me ferai un plaisir de vous répondre aussi à la fin. Voilà, on pourra en discuter aussi à la fin des sujets qui vous intéressent. Voilà, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà, je partage donc mon écran. Hop. Et je vais me mettre en diapo. Dites-moi, c'est bien? Oui, c'est bien pour vous? Absolument Oui. parfait. Merci. Parfait. Allons-y alors. Voilà, d'abord, vous savez maintenant, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude. On commence d'abord par la passation, déjà, et l'attribution de contrats de la commande publique. D'abord avec un sujet, avec une jurisprudence de décembre, si ma mémoire est bonne, sur les libres choix des critères d'attribution du marché par le pouvoir adjudicataire. Voilà, c'est le Conseil d'État du 24 décembre 2020, région PACA. Dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette affaire? Le Conseil d'État, vous allez voir, précise les conditions des régularités, donc de procédure d'attribution d'un marché et des régularités des offres. En l'espèce, la région PACA avait lancé donc un avis d'appel public à la concurrence pour l'attribution d'un accord cadre monoattributaire portant sur la fourniture et la maintenance de déshydrateurs thermiques et la collecte et les transports de biodéchets. Voilà. Donc, alors, il faut que je vois comment je passe. Voilà, c'est comme ça. Au slide d'après, la société dont l'offre était classée deuxième, assez classique, c'est plein auprès du théâtre de Marseille. Elle a fait un référé en demandant l'annulation de la décision d'attribution. Vous connaissez ça, c'est assez classique. Le juge donc du TA a annulé la procédure et a enjoint en fait à la région de lancer une nouvelle procédure. Et bien sûr, la collectivité s'est pourvue en cassation, en référé. On ne passe pas par la case CA, mais tout de suite, on va au Conseil d'État. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous a dit le Conseil d'État là-dessus? Vous allez voir, c'est
assez intéressant. Donc, le Conseil d'État rappelle d'abord que pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution d'un marché, le pouvoir adjudicataire prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée. Il lui incombe bien sûr d'exiger la production de justificatifs qui lui permettent de vérifier l'exactitude de ces informations exigées. Est-ce que les candidats, ils ont bien fourni ces informations? Le Conseil d'État estime néanmoins dans le cas présent que dès lors qu'était en cause un simple élément d'appréciation, il n'était pas obligatoire d'exiger la production des justificatifs permettant à l'acheteur de vérifier l'exactitude des informations fournies. C'est-à-dire qu'en l'espèce, il s'agissait, en l'espèce, il y avait un problème de normes. Hein. Est-ce que les normes européennes en la matière ont été respectées par tous les candidats ou pas? En fait, ça n'a pas fait l'objet d'un critère de la part de la région. Et les juges ont dit que c'était à juste titre, parce qu'effectivement, comme certains d'entre vous le pratiquent éventuellement, on est libre de choisir les critères, bien évidemment, pour attribuer à notre marché. Il suffit bien sûr que ces critères-là soient toujours en adéquation avec l'objet de notre marché et qui permettent de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Et quand on dit économiquement la plus avantageuse, ce n'est pas l'offre la moins chère, bien évidemment, mais l'offre qui est techniquement la meilleure et économiquement la plus avantageuse pour l'acheteur public. Donc, le Conseil d'État nous a dit, vous êtes bien sûr libres, les collectivités, hein, les personnes publiques, les acheteurs, de choisir les critères d'attribution et vous ne commettez pas des manquements à vos obligations en ne prévoyant pas des critères spécifiques pour le respect des normes. Et pourquoi, à notre avis, le Conseil d'État a dit ça à juste titre, hein, je considère personnellement, c'est que si vous voulez, les normes doivent être respectées quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un critère qui va distancier, en fait, qui va différencier plutôt les offres les unes par rapport aux autres. C'est un fait, enfin, les normes doivent être respectées. Et effectivement, cela ne constitue pas un critère à part entière. Vous voyez, vous n'allez pas dire est-ce que le respect des normes est fait ou pas et vous n'allez pas noter les offres par rapport à ça. Tout simplement parce que quand on note en fait les offres, c'est sur des choses qui dépassent en fait les exigences minimales. Or, les normes doivent être respectées quoi qu'il arrive, hein, on ne peut pas faire autrement. Voilà. C'est pourquoi, en fait, le Conseil d'État, à très juste titre, nous a dit que la région ne devait pas forcément regarder de manière spécifique, enfin, faire un critère. Et d'ailleurs, nous a dit aussi que une offre ne saurait pas être regardée comme ne respectant pas les exigences au seul motif que le prix est inférieur au montant minimum de l'accord cadre figurant dans les règlements de la consultation. Le respect des normes, donc, c'est une condition de la régularité des offres. Si les normes ne sont pas respectées, alors les offres sont irrégulières. Voilà. Et le fait de ne pas les vérifier par des justificatifs spécifiques ne vicie pas votre marché. Évidemment, il faut être très prudent, c'est-à-dire que si vous comprenez par le contenu des offres que les normes ne sont pas respectées, alors l'offre est irrégulière et on ne l'examine pas du tout. Voilà. J'espère que c'est clair. Et s'il n'y a pas de questions, on va avancer au prochain sujet. Donc, la faculté pour les acheteurs de demander réparation de leurs préjudices aux sociétés sanctionnées pour entente. Donc, il y a plusieurs sociétés, quelquefois, là, c'était le cas, qui ont fait une entente, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus pour fixer les prix. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, dans cette affaire, le Conseil d'État précise la recevabilité des actions en réparation contre des sociétés impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles constitutives d'entente. En l'espèce, la Commission européenne avait déjà infligé des amendes à plusieurs sociétés après avoir estimé qu'elles avaient participé à une infraction unique et continue de stipulation de l'article 81 du traité. L'entente, donc il y avait une entente entre ces sociétés, l'entente consistait dans les secteurs de produits à base de carbone par application mécanique et électrique à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente, à répartir les marchés, à mener des actions coordonnées de restrictions, de hausse de prix, de boycottage d'autres concurrents, etc. Vous voyez, donc il y avait une vraie entente entre plusieurs sociétés.
La SNCF avait demandé au Théâtre de Paris, puis à la CA, il y a une petite erreur là, donc c'est bien la CA, de condamner solidairement les sociétés concernées. Et la CA avait fait droit à sa demande et avait ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice. Les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Et le Conseil d'État précise bien que la décision rendue par la Commission européenne suffit en fait à établir l'existence de manœuvres dolosives de sociétés requérantes, ce qui caractérise une faute, bien évidemment, de ces sociétés. Le Conseil d'État valide la possibilité ainsi, pour une personne publique victime, en l'occurrence c'était la SNCF, à l'occasion de la passation d'un marché public, de demander la condamnation solidaire des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté sa procédure de passation de ce marché. L'engagement de la responsabilité est admis même si le marché concerné a été conclu avec des opérateurs ne participant pas forcément à cette entente, mais ayant l'objet quand même, vous voyez, l'entente avait le même objet, enfin, c'était dans le même secteur que le marché qui, lui, il passait. Dans ces circonstances de l'espèce, donc la SNCF, justifie avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité directe avec les fautes commises par les sociétés requérantes, et donc la SNCF pouvait tout à fait engager la responsabilité et obtenir la réparation de son préjudice résultant des surcoûts en fait qu'elle avait ce marché-là pour elle. Donc, parce que quand il y a une entente, évidemment, les prix ne sont pas fixés par rapport à la libre concurrence, mais sont fixés par rapport à l'entente entre les différentes sociétés. Donc, c'est des prix qui sont forcément surévalués, évidemment. Hein. On peut bien le comprendre. Voilà. Alors, l'offre maintenant de plusieurs filiales d'un même groupe, un appel d'offres. Comment on doit percevoir? Est-ce que plusieurs filiales d'un même groupe peuvent candidater à notre appel d'offres? C'est assez intéressant de voir ça avec un arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2020. Donc, dans cette affaire, le Conseil d'État précise les obligations qui pèsent sur les candidats et censure en fait, effectivement, dans certains cas, la faculté pour plusieurs filiales d'un même groupe de candidater à un appel d'offres. En l'espèce, donc il y avait la métropole Aix-Marseille-Provence qui avait lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord cadre multi-attributaire, voilà, pour des travaux de bâtiments. Le tribunal administratif de Marseille, saisi pareil assez classiquement, une fois n'est pas coutume, via un référé précontractuel, donc par un candidat évincé, a annulé la procédure de passation d'un des lots au motif que les offres litigieuses émanaient de deux sociétés filiales d'un même groupe et qu'elles étaient identiques et ne pouvaient être considérées comme des offres distinctes présentées par des opérateurs manifestant leur autonomie commerciale. Donc, il n'y avait pas d'autonomie commerciale, c'était les mêmes filiales d'un même groupe. Les juges enjoignent donc à la métropole de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres en écartant les offres de ces deux sociétés. Les sociétés et la métropole se sont pourvues en cassation contre cette ordonnance et les conseils d'État devraient donc déterminer si les soumissionnaires disposaient d'une autonomie commerciale ou pas, et donc est-ce qu'ils pouvaient ou pas présenter des offres bien distinctes. Le Conseil d'État rappelle d'abord les dispositions de l'article de l'ordonnance qui était applicable à ce marché-là, mais qui a été repris quasiment à l'identique. Ces dispositions ont été reprises quasiment à l'identique par le Code de la commande publique qui définissent en fait effectivement la notion d'opérateur économique. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur économique? Il cite ensuite donc dans la même ordonnance, le fait que les accords cadres sont le contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Et l'article du décret à l'époque repris par le R2151-6 du Code de la commande publique qui dit que le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Voilà. De toutes ces dispositions, donc, en fait, il résulte, selon le Conseil d'État, qu'un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot et que deux personnes morales différentes qui constituent en principe des opérateurs économiques distincts doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire
lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale. C'est-à-dire que quelque part, le fait qu'ils dépendent tellement, c'est des filiales d'un même groupe, on comprend par leur offre, effectivement, la manière dont elle est formulée, qu'il n'y a aucune distinction commerciale, en fait. Et le Conseil d'État précise que l'absence d'autonomie peut notamment découler déjà des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle des moyens distincts, c'est-à-dire que dans la candidature, on constate déjà, si vous voulez, que les CV, les moyens, etc., sont exactement identiques. Et en fait, en l'occurrence, il y avait aussi une telle similarité des offres qu'on ne pouvait pas ignorer que ces deux sociétés n'avaient aucune indépendance et autonomie commerciale. Le Conseil d'État définit les critères de l'indépendance commerciale ainsi et confirme donc la censure du marché litigieux prononcée par le tribunal administratif. Alors, cette décision du Conseil d'État intervient peu de temps après une décision de l'autorité de la concurrence. Vous allez voir qu'il n'y a quand même pas forcément le même point de vue entre le Conseil d'État et les autorités de la concurrence, qui fait évoluer sa pratique et autorise les offres des différentes filiales auparavant sanctionnées au titre de la prohibition des ententes. Vous voyez, donc du coup, l'autorité de la concurrence fait une autre interprétation de ces règles-là. Mais il n'en demeure pas moins que vous, dans le cadre de vos marchés publics, ce qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment la jurisprudence du Conseil d'État. Et je vous dis par ailleurs que cette évolution s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui juge que les règles de l'article 101 du traité sont inapplicables aux pratiques consistant pour des entreprises appartenant à un même groupe à soumettre de façon coordonnée des offres distinctes au motif en fait que dans une telle hypothèse, les entreprises forment une même unité économique. Certaines pratiques donc admises par le droit de la concurrence sont tout à fait censurées par le droit de la commande publique. Et ce qu'il faut retenir, vous, pour vos marchés en tout cas, c'est que quand vous avez de filiales d'un même groupe qui utilisent exactement les mêmes moyens, qui font quasiment, qui s'appuient donc sur les mêmes moyens techniques, financiers, économiques, sur les mêmes personnes, les mêmes CV, qu'il y a donc, si vous voulez, une osmose entre les dirigeants, les actionnaires, sur les moyens qu'ils vous présentent et qu'il y a une similarité des offres, alors vous écartez ces offres-là puisque, effectivement, elles émanent d'un même groupe, en fait. Voilà. Et donc, quelque part, il y a eu un entente entre les deux. Là, en l'occurrence, c'était assez flagrant dans cette jurisprudence. Alors, et là, on va changer de sujet et on finit avec la passation des différents contrats et surtout de marché. Et donc, on va entamer quelques jurisprudences intéressantes dans les domaines de la résiliation donc, de contrats de la commande publique. Donc, souvent, assez souvent, vous êtes amené pour différentes raisons, des motifs d'intérêt général, pour faute, etc., à résilier vos contrats. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a des indemnisations dans certains cas, effectivement, qui sont dues, notamment quand vous résiliez pour motif d'intérêt général, pas forcément pour faute. Donc là, il n'y a peut-être pas d'indemnisation quand même à prévoir. Et là, on va voir effectivement quelques jurisprudences intéressantes sur ce sujet-là. D'abord, la résiliation et l'indemnisation d'un contrat de la commande publique entachée d'une irrégularité. Alors, arrêt très, très intéressant, Conseil d'État, 10 juillet 2020. Dans cette affaire, le Conseil d'État donc précise effectivement les conditions de résiliation et d'indemnisation d'un co-contractant en fait en cas d'irrégularité affectant le contrat. Alors, en l'espèce, nous avons une communauté d'agglos qui passe une procédure de passation pour l'attribution d'un marché public composé de 3 lots. Ces 3 lots sont attribués à une société. La collectivité a informé son contractant de la résiliation de 3 lots en raison d'une irrégularité entachant la procédure de passation. C'est-à-dire que la procédure a été passée, le contrat a été signé. Pour pouvoir la résilier, il faut que le contrat soit signé d'abord, bien évidemment. Et donc, du coup, les 3 lots sont résiliés parce que la collectivité se rend compte qu'il y a une irrégularité qui entache à la procédure de passation. La société, mécontente évidemment de la résiliation de ces 3 lots, saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à la fois à la reprise des relations contractuelles, ils ont bien sûr le droit de faire ça, et d'une indemnisation du préjudice subi. Dans le cas où le tribunal n'ordonne pas la reprise des relations contractuelles,
Le TA a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la reprise des relations contractuelles, ce qui est assez fréquent en fait, parce que le temps que le TA statut, en fait, il y a pas mal de temps qui est passé et du coup, effectivement, la plupart des fois, le juge n'ordonne pas forcément la reprise des relations contractuelles. Par contre, a condamné l'ETA, la communauté d'agglo, à verser à la société une indemnisation. La collectivité a fait appel et la CA de Nancy a essentiellement annulé les jugements de première instance et du coup, donc l'indemnisation, c'est pourquoi la société a fait c'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, d'abord, détaille le régime de la résiliation pour irrégularité. Il précise, c'est très intéressant, dans les cas particuliers d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que s'il était saisi, le juge pouvait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut résilier unilatéralement le contrat sans qu'il y ait besoin de saisir le juge. Donc, c'est très important de savoir. Et si vous constatez une irrégularité de vos contrats, vous n'avez pas forcément besoin de saisir le juge pour constater cette irrégularité, mais vous pouvez tout seul résilier votre contrat. Évidemment, il y aura des conséquences. C'est pourquoi c'est intéressant de savoir comment le Conseil d'État a appréhendé en fait cette résiliation. Le Conseil d'État a fait évoluer sa jurisprudence et dégage un nouveau type de résiliation. Ce n'est plus donc pour une résiliation pour motif d'intérêt général, mais résiliation pour motif d'irrégularité, qui peut ressembler effectivement à un motif d'intérêt général, qui peut être dans la grande famille d'un motif d'intérêt général, mais c'est plus particulier, c'est vous résilier pour motif d'irrégularité. Voilà. Donc, le juge détaille le champ de l'indemnisation due, et c'est ça qui nous intéresse surtout, que vous ayez le droit de le faire. De toute façon, une administration a le droit de résilier son contrat à n'importe quel moment. Effectivement, il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général ou une faute. Et là, en l'occurrence, vous pouvez le résilier également quand vous constatez une irrégularité de ce contrat. Le juge détaille également donc le champ de l'indemnisation. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans une telle hypothèse, dans une hypothèse de irrégularité du contrat? Le co-contractant de l'administration peut prétendre pour la période postérieure à la résiliation, parce que vous pouvez les résilier, en fait, vous pouvez constater l'irrégularité à un moment de la vie, de la durée du contrat. Donc, on ne sait pas quand est-ce que vous allez le constater. Peut-être que pendant longtemps, vous n'aviez pas conscience de cette irrégularité et à un moment donné, vous la constatez. Donc là, vous résiliez. Il peut rester encore, peut-être ils sont passés 1 an, 2 ans de la signature du contrat. Il reste quand même une autre période encore jusqu'à la fin du contrat. Et donc, pendant cette période-là, le Conseil d'État nous dit que le co-contractant a le droit au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité. Assez classique. Voilà. Et les conseils d'État distinguent en fait les cas de l'irrégularité résultant d'une faute de la personne publique. Si l'irrégularité résulte d'une faute de l'administration, ça il se peut, si c'est vous qui avez commis une faute dans la procédure de passation, une faute dans l'exécution de la rédaction du contrat, le co-contractant peut prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Il y a peut-être une question, je vois. Non, c'est du PowerPoint, je réponds tranquillement. C'est une question pratique. Donc, absolument. J'y réponds tranquillement avec l'IA, je vous laisse continuer. Merci. Voilà, oui. Le support, il est là, je vous le donnerai après, mais là, il faut juste le suivre en ligne, effectivement. Le maintien, donc, autre sujet, le maintien des clauses du contrat après sa disparition. On va voir, ça peut surprendre en fait les titres, on va voir de quoi on parle là. Alors, Conseil d'État, pareil, même date 10 juillet 2020. Donc, dans cette affaire-là, le Conseil d'État précise les conditions d'application d'une clause de règlement des différends dans un contrat de la commande publique, clause auquel vous devez faire assez attention. On va évoquer là pourquoi. Et vous devez toujours examiner, avant de prendre n'importe quelle décision, de saisir le juge ou avant de mettre peut-être quelques fins de titre exécutoire, il faut toujours... de toute façon, il y a une règle d'or à suivre à chaque fois que vous voulez faire quoi que ce soit, c'est lire attentivement toutes les clauses de votre contrat. C'est celui qui maîtrise parfaitement les clauses de son contrat
qui fait les choses correctement. Donc, moi, à chaque fois, je vous le répète, à chaque fois que je me trouve ici, dans cette tribune-là ou dans d'autres tribunes, c'est à chaque fois ce que je dis, c'est attention pour l'exécution, pour la bonne exécution de vos contrats, lisez-les. Il y a des clauses dedans que quelquefois on a oublié parce que le contrat a été passé il y a 2 ans, 3 ans, 15 ans peut-être, quelquefois pour des DSP, hein, pour de longs contrats. Donc, lisez vos contrats. Essayez de comprendre déjà comment ils sont faits, comment ils sont structurés. Ça va vous aider à prendre vos décisions et que vos décisions soient correctes, légitimes et fondées en droit par rapport à votre contrat, parce que, comme on dit, le contrat fait la loi entre les parties. Alors, en l'espèce, donc, un hôpital a conclu avec la société Excelsia une convention portant sur de prestations de services, d'audit juridique, etc. Et un avenant précisait les conditions de rémunération de la société. Et donc, ça a été signé cet avenant. L'hôpital a saisi les théâtres des Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la convention et de l'avenant et à la condamnation de la société à l'indemniser des préjudices subis. Le TA a déclaré la demande irrécevable du fait de la méconnaissance de l'obligation contractuelle d'engager. Très important, ça c'est vraiment très important, parce que je vous dis ça parce que moi j'ai beaucoup de contentieux où quelquefois le co-contractant de l'administration saisit les juges. Cette fois-ci c'était l'administration, c'était l'hôpital, mais souvent c'est le co-contractant de l'administration qui saisit le juge sans avoir respecté la clause du règlement amiable du litige avant d'entamer le contentieux. Or, cette clause-là, si le déclenchement de la procédure amiable est obligatoire par votre contrat, rend votre procédure devant le juge irrécevable. Hein, voilà. Le juge n'examine même pas le fond, il vous dit c'est non, c'est stop. Je n'examine pas. Donc, faites très attention à ça. S'il y a des clauses, il y a quelquefois des clauses de règlement amiable du litige avant de saisir les juges qui sont facultatives, mais il y en a qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en œuvre, il faut mettre en œuvre une conciliation, une médiation, peu importe comment on l'appelle. Il y a des rédactions contractuelles qui sont différentes dans différents contrats. Hein, donc, il faut bien regarder votre clause à vous, s'il y en a, hein, évidemment, s'il y en a dans votre contrat, qui s'applique à votre contrat. Et dans ces cas-là, il faut bien examiner si elle est obligatoire. Si elle est obligatoire, il faut la mettre en œuvre avant de saisir en fait le juge. Sinon, votre demande de saisine du juge sera irrécevable. Donc, voilà, vous perdez complètement votre procédure. Donc, il faut faire attention à ça. L'hôpital a interjeté appel et la CA de Nancy a annulé le jugement, annulé la convention et condamné la société à verser la somme de 145 000 euros. La société n'était pas contente, elle est allée voir le Conseil d'État. Le Conseil d'État rappelle qu'il appartient au juge, après avoir constaté l'existence d'irrégularités, soit de décider de la poursuite de l'exécution du contrat, parce qu'il dit que les irrégularités ne sont pas très importantes, hein, voilà, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de prononcer l'annulation du contrat. La résiliation du contrat, c'est pour l'avenir, pour le temps qui reste. L'annulation, c'est dès le départ, en fait, le contrat, voilà, il est nul. Voilà. Il précise ensuite, le Conseil d'État, que la circonstance qu'un contrat soit entaché d'une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l'annulation n'est quand même pas de nature à rendre inapplicable le clause relative au règlement amiable du litige. C'est-à-dire que même dans les cas où le juge annule le contrat, ces clauses-là sont en vigueur, c'est-à-dire que les deux parties auraient dû les respecter avant de saisir le juge. Ça peut surprendre, mais vous voyez, c'est pourquoi cette JP est intéressante, hein, cette jurisprudence. Le Conseil d'État ajoute enfin que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans les champs de leur prévision, sans qu'il échappe par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l'annulation du contrat. C'est-à-dire que quand bien même vous faites une action devant le juge pour qu'il prononce l'annulation du contrat, ces clauses-là doivent être mises en œuvre avant de saisir le juge. Hein, voilà. Et donc, le Conseil d'État a annulé évidemment la CA de Nancy. Et là, je vous dis que c'est important de savoir ou de lire, peut-être si vous le voulez, les conclusions du rapporteur public qui admet aussi la validité de ces clauses de conciliation ou de médiation, y compris en cas de nullité du contrat. Voilà. Alors,
la résiliation tacite de contrat de la commande publique. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut déduire une résiliation tacite? On n'a pas pris, on n'a pas adopté une décision en tant qu'acheteur, qu'administration, etc., par laquelle on résilie notre contrat. C'est que l'administration qui a le droit, effectivement, de résilier le contrat. Donc, du coup, est-ce qu'on peut déduire une résiliation tacite du contrat sans avoir pris une décision expresse? Alors, c'est le Conseil d'État du 11 décembre 2020 qui va nous parler de ça. En l'espèce, il y a eu une résiliation d'une ZAC qui a été confiée à une société. Il y a une autre société qui est venue à ce droit, qui était conclue avec une commune dans le but de réaliser des logements. Et 3 tranches n'ont pas été réalisées en fait de ce contrat-là. Donc, il y a eu une certaine réalisation de ce contrat et puis les 3 dernières tranches, éventuellement, n'ont pas été réalisées. Cette société donc a saisi l'État de Marseille d'une demande tendant à condamner la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêt des travaux. Il dit voilà, moi les travaux sont stoppés, les 3 tranches ne me sont pas commandées, donc je demande à être indemnisée. Voilà. Le TA a rejeté la demande de la société qui a fait appel. La CA a rejeté l'appel et donc, pareil, toujours même case, devant le Conseil d'État. Voilà. Le Conseil d'État rappelle tout d'abord le principe selon lequel la résiliation d'un contrat administratif résulte normalement d'une décision expresse de la personne publique au contractant, c'est-à-dire que vraiment 99% de cas, vous prenez une décision en disant voilà, là, je résilie le contrat, comme je vous ai dit, pour X raisons, pour motif d'intérêt général, pour faute, pour irrégularité de notre contrat, etc. Mais le Conseil d'État fait un tempérament à ce principe où on doit prendre une décision et il dit qu'en l'absence de décision formelle et expresse de résiliation prise, donc adoptée par la personne publique, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, en fait, de façon non équivoque aux relations contractuelles. Donc, il y a une attitude que l'acheteur adopte, laquelle attitude fait dire à son co-contractant, mais là, en fait, finalement, il n'a pas adopté de décision, mais finalement, ce contrat-là, il est résilié. Le Conseil d'État ajoute qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement est-ce qu'il y a une résiliation tacite ou pas du contrat à chaque fois qu'un cas d'espèce leur est soumis. Alors, le Conseil d'État détaille là, en l'occurrence, c'est important, les circonstances qui pourraient permettre dans l'absolu de déterminer s'il s'agit ou non d'une résiliation. Parmi les différents indices qu'on peut donc trouver pour savoir est-ce que vous avez finalement adopté une décision de résiliation tacite, c'est les indices suivants. Les démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés. Donc, la période durant laquelle la personne a cessé en fait d'exécuter le contrat, c'est-à-dire qu'elle n'a plus commandé, qu'elle n'a plus, qu'elle n'a plus pris aucune décision de poursuite de ce contrat. L'adoption d'une décision qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat, c'est-à-dire que vous prenez une autre décision, pas forcément de résiliation, mais qui contrevient, quoi qu'il arrive, à l'exécution de ce contrat-là, qui fait obstacle en fait à l'exécution. Et donc, du coup, votre co-contractant, il est tout à fait en droit de déduire que finalement, tout compte fait, vous n'allez jamais ordonner la poursuite et vous n'allez jamais honorer la poursuite de ce contrat. Voilà, cette décision, donc c'est intéressant de savoir que votre comportement à un moment donné, parce que quelquefois, oui, voilà, vous pouvez se dire, bon, j'ai pas envie d'adopter la décision parce que du coup, il va falloir que je l'indemnise éventuellement. Mais voilà, votre comportement peut démontrer en fait votre volonté et en fait votre décision quand même de résilier ce contrat. Et donc, je vous dis que cette décision s'inscrit dans la continuité en fait d'une autre décision du Conseil d'État qui confirmait la possibilité d'une résiliation tacite et l'articulait avec le recours Béziers dégagé par le Conseil d'État. Voilà. Et là, on va encore une fois changer effectivement de sujet et on va entamer les contentieux de contrat de la commande publique avec
un arrêt intéressant sur le régime contentieux d'un avenant à un contrat antérieur à la jurisprudence Tarn-et-Garonne. C'est la fameuse jurisprudence qui dit désormais que vous pouvez effectivement attaquer le contrat, attaquer, en fait, c'est un recours pour la validation du contrat. Alors, pour contester la validation du contrat. Hein, voilà. Alors, dans cette affaire, le Conseil d'État précise les régimes du recours Tarn-et-Garonne. La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a concédé les services publics de l'eau potable et de l'assainissement à une société pour une durée de 30 ans. Donc, ce contrat-là était passé il y a longtemps, hein, et il y avait plusieurs délibérations qui ont prouvé des avenants. Effectivement, quand on a des contrats de longue durée, tels que le DSP, souvent les administrations, souvent les acheteurs publics sont obligés quelquefois par l'avis du contrat de prendre des avenants. Hein, voilà, il faut encore que les avenants soient dans la légalité, mais effectivement, l'avis d'un contrat fait que quelquefois on est obligé de l'avenanter. Donc, l'association, donc là, ce n'était pas un concurrent évincé, hein, c'était une association et 3 particuliers qui ont adressé un recours gracieux contre les délibérations. La demande a été rejetée, donc du coup, ils ont saisi le théâtre de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation pour excès des pouvoirs. Donc, ils ont attaqué les délibérations ainsi que la décision de refus de retirer ces délibérations. Et le TA a rejeté la demande. Les requérants ont interjeté appel et la CA de Bordeaux a rejeté effectivement leur appel. Donc, du coup, ils sont allés classiquement au Conseil d'État. Le Conseil d'État rappelle déjà la solution dégagée par l'arrêt Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers, hein, pas par le co-contractant, mais par d'autres personnes comme là l'association ou un particulier, un contribuable, je ne sais pas qui, doit faire l'objet d'un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Donc, les tiers peuvent attaquer le contrat directement et non plus passer par la contestation d'un acte détachable, en fait, comme c'était le cas auparavant. C'est-à-dire, avant, on attaquait les délibérations et les actes détachables du contrat. Maintenant, on doit attaquer le contrat quand on est tiers. Les conseils d'État précisent ensuite que le recours ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre de contrats signés à compter du 4 avril 2014. D'accord? Donc, c'est pour ce contrat-là qu'on doit faire ça. La contestation de contrats signés antérieurement à cette date continue d'être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. Donc, on attaque les actes détachables. D'accord? Mais le Conseil d'État précise ensuite le régime de la contestation d'un avenant au contrat de la commande publique. Qu'est-ce qu'il en est des avenants, hein? D'accord. Le contrat qui ont été signés avant 2014, on ne peut pas les attaquer directement, mais on peut attaquer les actes détachables. Ceux qui ont été signés après 2014, on doit les attaquer directement. Mais qu'est-ce qui se passe avec les avenants à ces contrats qui ont été signés avant 2014? Donc, dans le cas où est contestée la validité d'un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est en fonction de la date de la signature de l'avenant. Un avenant signé après 2014 devant être contesté dans les conditions de l'arrêt Tarn-et-Garonne. C'est très important de le savoir. Donc, cette solution s'applique quand bien même l'avenant modifie un contrat qui a été signé avant 2014. Donc, pour tous les avenants après 2014, on attaque les avenants et non pas les actes détachables, non pas les délibérations. Hein, qui autorise la signature de cet avenant. On attaque directement l'avenant. Alors, en l'espèce, donc, la signature des avenants litigieux était antérieure à la jurisprudence Tarn-et-Garonne et donc le juge écarte son application et les considère comme des actes détachables du contrat de concession, donc susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès des pouvoirs et il accepte donc le recours de cette association. L'absence d'indemnisation du manque à gagner d'un concurrent évincé pour offre irrégulière. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un concurrent évincé dont l'offre était irrégulière, hein, voilà. Donc, on va voir que le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on doit l'indemniser ou pas ces concurrents évincés? Donc, un centre hospitalier avait lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de conception-réalisation. Le marché a été attribué à une société. Un candidat évincé qui a été classé en 2e position a fait un recours en demandant l'annulation du marché et l'indemnisation de son préjudice parce qu'il considérait que son éviction était irrégulière. On a fait appel.
La CA a confirmé le jugement et la requérante se pourvoit en cassation. Le Conseil d'État, donc, du coup, rappelle les conditions dans lesquelles un candidat à l'attribution d'un contrat peut obtenir réparation de son préjudice. C'est une jurisprudence assez ancienne, hein, c'est la jurisprudence ETPO Guadeloupe, un arrêt du Conseil d'État qui définissait déjà, hein, il y a longtemps, ce régime-là que je vous évoque ici encore. Les candidats doivent avoir été irrégulièrement évincés, c'est-à-dire ce n'était pas normal qu'ils soient évincés. Il faut qu'il y ait un lien direct de causalité entre la faute de l'irrégularité de son éviction et les préjudices qu'il invoque. Et il faut que ce candidat-là ne soit pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En gros, s'il était classé deuxième, vous voyez, il a quand même, on considère qu'il a, bon, s'il est quatrième ou cinquième, bon, le juge n'accorde pas forcément une indemnisation. Alors, le Conseil d'État, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque ce candidat évincé a présenté une offre irrégulière? En fait, c'est ça qu'on va examiner là. Le Conseil d'État rappelle ensuite que le concurrent évincé d'une procédure ne peut être indemnisé dès lors que son offre était elle-même irrégulière. Hein? Donc, même, je veux dire, même si vous arrivez après coup à prouver que son offre était irrégulière, vous pouvez le soutenir devant le juge afin de ne pas l'indemniser. Donc, le Conseil d'État dit la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage de la faculté de l'autoriser à régulariser son offre, en plus, ne pas de nature à ce qu'il soit regardé comme n'ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, bien sûr, le code de la commande publique, mais avant aussi l'ordonnance, vous donnez le droit de demander une régularisation de son offre. C'est-à-dire, vous avez plusieurs candidats qui se présentent. Il y a un ou plusieurs candidats qui vous présentent une offre irrégulière. Vous aurez pu la régulariser, cette offre. Vous aurez pu, enfin, l'administration, l'acheteur a toujours la possibilité de régulariser les offres irrégulières. Mais si vous ne le faites pas et que son offre demeure irrégulière, vous attribuez le marché à quelqu'un d'autre. Lui, il s'est plaint devant le juge en disant « Attendez, moi, j'étais évincé de manière irrégulière et en plus, l'administration aurait dû régulariser, enfin, elle avait la possibilité de régulariser mon offre. Donc, si elle n'a pas fait, c'est sa faute à elle, ce n'est pas ma faute à moi. Moi, j'avais des chances d'emporter ce contrat et donc, du coup, il faut qu'elle m'indemnise. » Le juge dit « Non, ça ne marche pas du tout comme ça. » C'est-à-dire que la circonstance que l'administration aurait pu régulariser son offre, elle ne l'a pas fait. Donc, quand elle ne l'a pas fait, et ben lui, même quand il est évincé de manière irrégulière, ben, il n'a pas le droit à une indemnisation. Voilà. Donc, ça va plutôt dans le sens des acheteurs publics. Donc, le concurrent n'a donc droit à aucune indemnisation du fait de l'irrégularité de son offre, hein, parce que son offre est irrégulière, que cette offre soit régularisable ou non. Voilà, c'est assez clair. Hein. Alors, maintenant, l'acheteur, on va examiner est-ce que l'acheteur peut attribuer simultanément un accord cadre mono-attributaire et un marché subséquent et conditionner l'attribution de ce marché subséquent à une performance minimale de l'offre du titulaire. Alors, voilà, donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas d'espèce. Le Conseil d'État précise donc ces conditions-là de la passation d'un montage contractuel impliquant un accord cadre mono-attributaire et des marchés subséquents. La métropole de Lille avait lancé un appel d'offres au vu de l'attribution d'un accord cadre mono-attributaire et donc pour des prestations d'aménagement audiovisuel, hein, peu importe, et cet accord cadre mono-attributaire se ferait par la suite exécuter par l'attribution de marchés subséquents. Bon, c'est classique. Hein, voilà. Je ne vous apprends rien pour le moment. Un concurrent évincé a saisi les juges de référé du théâtre de Lille en demandant l'annulation de la procédure. Le juge accueille la demande, annule la procédure hein, au motif qu'un tel montage était interdit car il serait de nature à induire en erreur les candidats et constituerait un manquement aux obligations de publicité des mises en concurrence. Et donc, la métropole se pourvoit directement aux cassations parce que comme on est en référé précontractuel, je vous ai dit, la prochaine étape, c'est effectivement le Conseil d'État et non pas la CA. Alors, le Conseil d'État rappelle en premier lieu qu'il appartient aux acheteurs d'informer bien évidemment les candidats sur les conditions d'attribution de marché subséquent à un accord cadre
dès l'engagement. Donc, il faut que ça soit clair, en fait, dans vos cahiers des charges, hein, comment vous allez faire pour attribuer les marchés subséquents par la suite. Il précise que la circonstance que l'accord cadre soit mono-attributaire n'implique pas que son titulaire bénéficie de l'octroi automatique des marchés subséquents. Ce n'est pas automatique. Hein. Donc, vous avez, enfin, en l'occurrence, ça peut ne pas être automatique. L'ESTER peut prévoir des critères et des exigences minimales conditionnant l'attribution des marchés subséquents. Aucune disposition du Code ni aucun principe ne fait obstacle à cela. De telles stipulations permettent en effet, et je trouve ça assez logique si vous voulez, parce que, vous voyez, le fait d'attribuer un accord cadre monoattributaire, c'est tout confort pour votre contractant. Il s'est dit, non mais attendez, je suis dans un accord cadre, je suis le seul attributaire, donc quand la collectivité aura besoin, elle est obligée de faire appel à moi. Elle est obligée de m'attribuer ce marché-là, vous voyez, subséquent. Des telles stipulations, en fait, de dire qu'il y a des critères et des exigences minimales à respecter pour avoir attribution du marché subséquent, ça permet effectivement de l'inciter à donner à chaque fois le meilleur de lui-même, de donner la meilleure offre pour qu'il reste l'attributaire de ce marché subséquent. Voilà. Et le Conseil d'État précise également la possibilité, bien sûr, de prévoir des critères pondérés différemment pour chaque marché subséquent. On n'est pas obligé de suivre les canevas de l'accord cadre, ni que chaque marché subséquent ait exactement les mêmes critères et sous-critères. Et il valide aussi la possibilité de demander à des soumissionnaires de remettre simultanément des offres pour un accord monoattributaire et pour un premier marché subséquent, s'il a le besoin de la collectivité, il se présente tout de suite là maintenant. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'attendre en fait. Hein. La comparaison des offres des candidats devra quand même porter uniquement sur l'accord cadre et non de façon concomitante sur celles remises pour le premier marché. C'est-à-dire qu'on examine les offres pour l'accord cadre, puis on examine son offre on prend son offre, on examine séparément l'offre pour le marché subséquent. Et voilà. Oui, Angélia, merci beaucoup pour cet horizon de l'actualité. Je rappelle, donc je l'ai mis dans le chat, mais je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions ou poser vos commentaires dans le module Q&R ou via Vimeo par le module questions. Alors, en attendant, peut-être que les premières questions arrivent. Ah, voilà. Evangelia, nous demandions avec Camille, qui est en régie, si le Covid avait déjà eu un impact ou des impacts sur les décisions. On n'a pas trop entendu ce mot pendant votre intervention. Non, parce qu'en 2020, c'est beaucoup trop tôt. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, les collectivités sont en train de passer beaucoup d'avenants. Je le sais parce que nos clients le font, hein. Et c'est normal, Ils sont en train donc de passer pas mal d'avenants, effectivement, et d'autres actes, de modifier leur contrat. Hein. Ça se passe par voie d'avenant normalement. À la suite, effectivement, de cette pandémie et de tout ce qu'on a vécu en 2020. Donc, il y a beaucoup de répercussions sur beaucoup de contrats. Et les collectivités sont en première ligne sur ça. Hein. Les acheteurs publics sont en train de voir comment cette histoire a modifié effectivement leurs contrats. Ça les a pas mal influencés, vraiment, de manière assez considérable. Mais pour le moment, il n'y a pas eu, si vous voulez, c'est beaucoup trop tôt, j'ai envie de dire, mais ça va venir, hein, ça va venir là. En 2021, je pense que ça va déjà venir. Après, à ma connaissance, en tout cas, dans les panels de la clientèle assez large, effectivement, que nous avons, on n'a pas eu encore vent d'un avenant qui s'est fait attaquer par un candidat évincé, parce que ça peut arriver, par le préfet, etc. Là, pour le moment, on se trouve, si vous voulez, dans une situation où je pense les sociétés n'attaquent pas forcément les avenants, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de raison aussi que les avenants sont bien, si vous voulez, sont bien ficelés, sont bien justifiés. Quand l'avenant est bien constitué, bien ficelé, bien motivé, il n'y a pas forcément des raisons de l'attaquer.
Mais c'est tôt. Je pense que c'est encore tôt. Est-ce qu'il y en aura peut-être quand même quelques-uns, hein? Et même les sociétés elles-mêmes, contractantes de l'administration, si elles trouvent que l'administration n'accède pas à leurs demandes totales ou l'administration accepte partiellement leurs demandes, elles vont peut-être quand même saisir le juge, hein, parce que là, pour le moment, moi j'ai pas mal de clients soit qui ont abouti à un premier avenant, soit qui sont encore en train de discuter, j'en ai beaucoup qui sont encore en train de discuter sur les conséquences et sur les modifications du contrat. Donc, il y a beaucoup encore de collectivités qui sont en train de discuter encore sur les effets Covid et les conséquences que le Covid a pu avoir sur leur contrat. Donc, si les collectivités n'accèdent pas à ce que les différentes sociétés considèrent comme normal, logique et légitime, alors elles vont saisir le juge, effectivement. Oui, elles vont elles-mêmes saisir le juge pour avoir, vous voyez, pour avoir indemnisation de leur préjudice que l'administration n'accepte pas d'indemniser par elle-même, hein, de manière spontanée en passant un avenant. Voilà. Mais on est encore en discussion. Après, les collectivités sont effectivement très compréhensive en fait sur le fait qu'il y a eu des conséquences assez importantes sur le contrat, mais ça dépend où est-ce qu'on veut mettre les curseurs en fait. Chaque collectivité met un curseur à un moment donné par rapport à ses capacités aussi et par rapport au fait, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, les collectivités ne sont pas là pour faire Covid ou pas Covid, j'ai envie de dire. Elles ne sont pas là pour faire des cadeaux et parce que il y a c'est pas le cas, c'est rare, hein, mais il y a des sociétés qui essayent de profiter aussi, hein, il faut garder ça bien en tête, du Covid pour faire passer, si vous voulez, des pertes autres, hein, qui résultent des années peut-être précédentes, que ce soit en DSP ou que ce soit en marché de travaux, quelquefois, le fait qu'on a mal géré peut-être les chantiers ou qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait qu'on a eu des pertes, et ils essayent effectivement quelquefois de faire passer tout ça sous l'appellation Covid. Et là, il faut être très, très attentif et très, très prudent à ne pas faire passer dans ce type d'avenant Covid tout et n'importe quoi dedans, parce que si ce n'est pas le préfet, si ce n'est pas un candidat évincé, si ce n'est pas un élu d'opposition qui va attaquer tout ça, cet avenant, et si on est encore sous, voyez, sous l'effet du Covid, de la Covid ou Covid, oui, moi j'ai dit ça du Covid, mais bon, de la Covid, c'est plus orthodoxe apparemment. Si on est encore sous l'émotion, si vous voulez, hein, de cette pandémie, qui a secoué tout le monde, toute la planète. Hein. Mais attention, parce que quand on va regarder dans quelques années, quand la CRC va venir contrôler les administrations dans quelques années, il faut que tout ça se tient en fait. Hein. Il faut que ça soit, bien ficelé, bien motivé, parce que, à mon sens, il n'est pas impossible à ce que la CRC nous dit dans 3 ans, 4 ans, hein, quand on aura pas forcément oublié, parce qu'une telle pandémie ne s'oublie pas aussi rapidement, mais il ne faut pas oublier que la CRC va regarder tout ça, va examiner vos contrats, va examiner les avenants, et si elle voit que les administrations, les personnes publiques ont fait des cadeaux sous le masque Covid, en masquant tout ça par, par la Covid, il faut faire très attention, hein, parce que ce n'est pas seulement un risque administratif dans ces cas-là, c'est aussi un risque pénal. Je n'ai pas envie de vous faire peur ni de bradir toujours le drapeau du pénal, mais ça existe, c'est là, c'est réel le risque, et ce n'est pas l'effet Covid que ça va le faire disparaître, ce risque-là. Hein. Donc, soyez, quoi qu'il arrive, très prudent dans la passation de vos avenants. Et essayez d'indemniser des choses qui sont légitimes et n'essayons pas de masquer dans cet effet Covid tout et n'importe quoi en fait, hein, parce que tout et n'importe quoi n'est pas la conséquence de la Covid. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et ces mises en garde précieuses, Evangelia. Il y a 2 questions. Une question, je vous laisse en prendre connaissance. Celle de Macha Mansouri a l'air d'être en 2 parties. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Alors, je ne les vois pas dans le... Ah, alors, si, l'une est sur les marchés accords cadres. Voilà. Voilà, oui. Alors, un prestataire qui a signé une convention d'occupation des sols ne peut pas assurer la prestation qui avait été définie.
il évoque que la crise sanitaire l'empêche de pouvoir honorer son contrat. Que peut faire la ville? Alors, vous voyez, je vous ai précisé, lorsqu'on parlait de la résiliation d'un contrat, que c'est l'administration qui peut le faire. En fait, j'ai eu pas plus tard qu'hier un client qui me disait, est-ce que mon co-contractant privé peut résilier son contrat? La réponse est non. Votre co-contractant privé, du moment qu'il a fait son offre et que du moment que la collectivité a signé l'offre dans les délais de validité des offres, il est lié par son contrat et il doit l'exécuter. Il doit vraiment l'exécuter. Il est lié par son contrat. Après, s'il évoque un motif légitime qui l'empêche à exécuter le contrat, dans ce cas-là, effectivement, ça veut dire qu'il est délié de ses obligations d'exécuter le contrat ou que son contrat doit être modifié. Vous voyez, bon, ça dépend. Donc, alors là, je ne vois pas pourquoi la crise l'empêcherait ça, c'est peut-être l'objet de cette convention qui fait que ce n'est plus d'actualité d'occuper, c'est ça. Dans ces cas-là, vous pouvez effectivement constater ces motifs-là, c'est-à-dire dire, voilà, il y a une force majeure continue, en fait, qui l'empêche. Est-ce qu'il empêche, par contre, sur toute la durée du contrat de le faire? Attention à ça aussi, hein, parce que si ça l'empêche pendant 1 an ou 2 ans, il faut peut-être tirer les conséquences, mais le contrat n'est pas forcément résilié du fait que pendant 2 ans, il ne pourra pas l'exécuter. Ou alors, les conséquences sont tellement dirimantes qu'il faut absolument, résilier d'une manière amiable ce contrat, c'est-à-dire les deux parties constatent que le contrat il n'est plus possible de l'exécuter, donc il est résilié. Mais par contre, faites bien attention à marquer bien les conséquences. Si vous prenez acte et vous dites, d'accord, donc vous êtes délié de vos obligations, voilà, on résilie cette convention, etc., prenez acte de peut-être le faire éventuellement sous la forme d'un protocole transactionnel qui définit les conditions d'indemnisation ou pas de votre contractant. Voilà, ça c'est très important, c'est-à-dire de bien définir les conséquences qu'il peut y avoir, le fait que ce contrat n'est plus exécuté. Pour pas qu'il vienne, parce que vous voyez, votre contractant, il a 4 ans à compter du 1er janvier de l'année d'après le motif de son préjudice, c'est-à-dire son préjudice résulte aujourd'hui en 2021, d'accord? Il a 4 ans à compter du 1er janvier 2022 pour vous demander une indemnisation. Ce n'est pas dit parce que vous lui dites d'accord, on ne fait rien, etc., que vous ne l'indemnisez pas. Ce n'est pas dit qu'il ne va pas saisir le juge pour venir demander une indemnisation. Donc, faites très attention à ça. Merci beaucoup. Voilà. On a encore une question sur les marchés accords cadres. Je vous laisse. Alors, est-ce que ça signifie que les marchés accords cadres AMS ne peuvent pas être monoattributaires? Est-ce qu'on peut préciser la question? Je réponds à la prochaine. Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par là, mais je vous laisse la préciser peut-être. La résiliation d'un marché pour motif d'intérêt général, d'un marché de prestations à bon de commande, d'accord, peut-elle se faire à n'importe quel moment de l'existence du marché avec l'application de l'indemnité prévue de 5% du minimum prévu? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Il faut juste que les motifs d'intérêt général soient un vrai motif. Hein. Ce n'est pas une opportunité, vous voyez, c'est pas, voilà, vous êtes réveillé mal le matin et vous dites non, mais là, j'ai besoin de résilier. Voilà, je vous dis ça pour rigoler, mais voilà. Si vous avez un vrai motif d'intérêt général, vous pouvez résilier à n'importe quel moment. Et effectivement, si vous n'avez pas consommé les 5%, alors vous allez devoir indemniser, probablement. Il faut encore regarder votre contrat, mais comme je vous ai dit, la règle d'or, c'est de lire votre contrat. Tout ce que je vous dis là, c'est dans l'absolu, c'est d'une manière générale. Ce qu'on fait, c'est on lit notre contrat pour voir s'il n'y a pas de dispositions spécifiques. Quelquefois, votre contrat peut prévoir pas d'indemnisation. Ça existe, ça, hein. Et c'est tout à fait possible de le faire et de le mettre dans votre contrat. Donc, si votre contrat ne dit pas d'indemnisation, vous n'indemnisez pas. Alors, par contre, si votre contrat dit oui, indemnisation, ou il ne dit rien, dans ce cas-là, on indemnise. Et c'est la marge, donc c'est les bénéfices nets qu'il aurait pu escompter, lui, sur le minimum. Ou alors, s'il y a une indemnité prévue de 5% du minimum, alors oui. Voilà, on fait comme ça. Alors, et suite question, c'est ça, cela peut-il se faire par exemple 1 mois avant échéance de la première année de l'accord cadre? Oui, enfin, oui,
Pour moi, une résiliation pour motif d'intérêt général intervient lorsque le motif d'intérêt général survient, en fait. Vous voyez, donc voilà. À moins que je n'ai pas bien compris votre question, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, donc, marché subséquent. Donc, alors, je vous relis la question si vous le souhaitez. oui. Est-ce que cela signifie que les marchés accords cadres à marché subséquent ne peuvent pas être mono-attributaires? Si. Si, bien sûr. Si. C'était le cas d'ailleurs dans la jurisprudence que je vous ai évoquée. C'était mono-attributaire. Mais vous pouvez dire dans votre accord cadre, je vais attribuer les marchés subséquents sans conditions particulières, vous voyez, lorsque mon besoin survient, ou par rapport à tel critère à chaque fois, ou vous pouvez mettre le curseur un peu plus haut, quoi, et dire, vous voyez, je redéfinis des critères, j'existe telle ou telle chose, minimum, vous voyez, d'autres exigences, quoi. C'est ça que la jurisprudence voulait dire en l'occurrence. Voilà. Et peut-on conclure un tel marché en respectant la concurrence? En respectant la concurrence, je ne comprends pas. Un tel marché, c'est-à-dire un tel marché, je pense que c'était les marchés subséquents encore. En respectant la concurrence, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'extraire de votre accord cadre, peut-être. C'est ça que vous voulez dire. Bon, c'est une bonne question à se poser et je vous avoue que c'est la question que je me suis posée en lisant aussi cette jurisprudence. Je me dis que si, en fait, les exigences minimales et les critères font que l'administration, la Lille Métropole en l'occurrence, avait indiqué, ne sont pas respectés par les mono-attributaires. Alors, je pense, mais j'ai dit ça sous toute réserve, mais c'est pas ce qu'elle a rédigé, il n'allait pas effectivement aussi loin, mais moi, personnellement, je pense que dans ces cas-là, on dit qu'on ne peut pas l'attribuer, mais le besoin de la collectivité est toujours là. Donc, du coup, on passe à un autre marché hors accord cadre pour satisfaire notre besoin, évidemment. Enfin, ça me semble logique de faire comme ça. Ça me semble logique. Madame Aven, est-ce que ça répond à votre question? Je vous laisse nous le dire dans le module questions-réponses. Alors, je vous laisse, on a encore un peu de temps. Si vous voulez poser d'autres questions, je vous laisse quelques minutes pour les taper. Et puis, avec plaisir. Ah, eh bien, écoutez, on a déjà une réponse. Tout à fait, ça répondait à la question. Merci, Julia. Vous avez tapé dans le mille. Tant mieux. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment. Oui, c'était très clair. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions sur Vimeo non plus. Allez, je vous laisse quelques instants pour taper vos questions si jamais elles vous brûlent les lèvres et les doigts. Evangelia, si jamais vous aviez quelque chose à rajouter, vous pouvez en profiter, mais c'était très Non, ça fait toujours un plaisir d'être là. Donc, on va se retrouver pour d'autres conférences. Peut-être entre-temps, on est en train de caler ça avec Idéal, mais aussi, je vous en prie. Si c'était clair, oui, il y a une participante qui me dit que c'était clair, pas mieux. Je vais vous donner le support, comme ça vous aurez les principales jurisprudences bien expliquées. Et puis, on assure aussi les services après-vente. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai que moi, je ne reviens pas souvent sur les sites pour regarder s'il y a eu des questions entre-temps posées, mais n'hésitez pas à me saisir directement ou Mathilde à me faire part des questions qu'il peut y avoir par la suite. J'ai constaté que quelquefois, dans d'autres conférences que j'ai pu faire, il y avait des questions par la suite et c'est vrai que moi, je n'ai pas le réflexe de revenir quand c'est visionné par les participants plus tard. Je n'ai pas le réflexe, mais vraiment, n'hésitez pas à dire à Idéal, à me transmettre les questions ou à les mettre directement par mail. Je répondrai avec grand plaisir sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. J'espère que c'était intéressant pour vous, ces jurisprudences. Et puis, on reviendra vers juillet, ou non, on le fait en septembre, c'est ça, je crois, pour voilà, la rentrée. Et voilà. Et voilà. Pour les 6 premiers mois de 2021, voilà. Maître Karamtrou mettra ses coordonnées dans le PowerPoint, vous pourrez la contacter. Bien sûr. Moi, vous pourrez me contacter sur Idealco également, je vous mettrai mon adresse mail. Je voulais aussi, il y a encore des messages de remerciements qui arrivent dans le module. Je voulais juste dire que le cabinet Nando reviendra sous peu sur Idealco aussi, en février, puisque c'est déjà la fin du mois de janvier, sur la loi 4D
qui va être c'est un enjeu crucial. Bon, ce sera Eric cette fois, Eric Oui, Landau. c'est Eric. Et il interviendra même le lendemain, car voilà, on adore le cabinet Landau, ils sont très souvent chez nous pour notre plus grand plaisir, sur l'évolution de périmètre des intercommunalités. Donc voilà, des sujets très différents, tout aussi importants. Écoutez, Maître Karamitru, toujours pas de questions, que des remerciements. Je pense que c'est donc l'heure de vous remercier à mon tour, vous remercier pour cette première conférence avec moi. Et voilà, c'était vraiment très plaisant, très instructif. Et je vous dis du coup à très bientôt, au plus tard en septembre, du coup, pour les prochains 6 mois. Oui, au plus tard. Merci à vous tous pour votre attention et voilà, et à très bientôt alors. Merci. Merci à toutes et tous. Le replay ainsi que le support de présentation seront mis en ligne dans quelques jours sur la plateforme d'Idealco et on reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci d'être venu à toutes les personnes et d'avoir participé, posé vos questions. Merci. Au revoir.